France 24 et La Première présentent. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, émission d'information consacrée à ces territoires français. Nous parlerons du reconfinement de la Guyane cette semaine sous la pression du variant brésilien du Covid-19. A tout de suite. C'est le retour des attestations de déplacement et l'arrivée de la limite des 10 km. Alors que l'Hexagone s'apprête à déconfiner, la Guyane est reconfinée pour 15 jours. Les mesures de restriction sont donc renforcées. Bars, restaurants et salles de sport fermées. Le taux d'incidence du virus a doublé en un mois. Denis Rousseau-Kaplan. Ça galère pour nous, parce que depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, je suis pas surmonter les difficultés. Donc ça va être plus dur. Ça m'ennuie un peu pour le côté pratique. Bon, après, c'est vrai que comme la maladie est en train d'arriver, c'est bien de faire quelque chose. Reconfinement jusqu'à fin mai en Guyane. Une décision prise par le préfet suite à la hausse importante du nombre de cas de Covid. 900 contaminations en 7 jours dans un département où circulent les variants brésiliens et sud-africains. Durant cette période, couvre-feu de 19h à 5h du matin, fermeture des restaurants et des commerces non essentiels, ainsi que les établissements sportifs. Les écoles ainsi que les administrations restent ouvertes, l'activité professionnelle est quant à elle maintenue. La situation s'est brusquement dégradée. On a pris 30% d'augmentation en une semaine, c'est-à-dire à peu près 1000 personnes ont été positives depuis une semaine, alors qu'on était à peu près à 700 par semaine au cours des semaines précédentes. Donc après un plateau, on a de nouveau une augmentation très importante. Le nombre de lits de réanimation continue à augmenter, le nombre de patients en réanimation continue à augmenter. On a encore quelques lits de réanimation grâce au renfort du service de santé des armées. Mais clairement, la situation se dégrade. Les autorités espèrent que ces mesures parviendront à diminuer les tensions hospitalières. Dans le cadre de la mission Résilience, 35 militaires, médecins, infirmières ou anesthésistes du service de santé des armées sont en renfort pour soulager les hôpitaux de Guyane. En Martinique, au contraire, l'heure est à la sortie de crise après 3 semaines de fermeture. Commerces et galeries commerciales accueillent à nouveau du public. Depuis le 10 mai, les restaurants et salles de sport demeurent toutefois fermés et le couvre-feu est toujours en vigueur. De nouvelles mesures seront prises dans quelques jours. Également, la communauté musulmane a célébré cette semaine la fin du Ramadan après 30 jours de jeûne, de prière. Comme à Mayotte, à La Réunion, la fin de ce mois de jeûne avait lieu vendredi. Les croyants se sont réunis à la grande mosquée de Saint-Denis avec masque et dans le respect des mesures sanitaires. On en vient à ce 10 mai, journée des mémoires de la traite et de l'esclavage ainsi que de leurs abolitions en France et la polémique qui gronde autour de cette année, cette commémoration. Le chef de l'État y a participé sans prononcer de discours, un silence fermement condamné dans les territoires d'outre-mer. Nathalie Nouzière et les équipes de La Première. Une cérémonie brève, sans déclaration du chef de l'État. Pour évoquer l'esclavage et son abolition, l'Élysée avait préféré donner la parole aux jeunes. Mon corps noir n'est que cicatrice. Mais quelques jours auparavant, le président de la République avait fait un discours pour commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, alors que celui-ci avait rétabli l'esclavage en 1802. Ce contraste a provoqué la colère de Christiane Taubira. Le courant ne sert à rien. Il est quand même édifiant de constater que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de deux siècles de l'histoire de la France, alors qu'il y a 5 jours, il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte. Le silence d'Emmanuel Macron est vivement critiqué par de nombreuses associations. Son silence peut être, et pour ma part, je le considère comme un mépris. On ne peut pas commémorer ou célébrer Napoléon et ne rien dire sur les victimes. Le président n'avait rien à dire. Il n'avait rien à dire parce qu'il n'y avait rien de concret. Normalement, les dates commémoratives, ce n'est pas juste pour commémorer. On vient avec des projets concrets, avec des avancées sur la mémoire, sur la lutte contre le racisme. L'incompréhension est d'autant plus grande que cette cérémonie marquait aussi les 20 ans de la loi qui avait été portée par Christiane Taubira et qui a reconnu en France l'esclavage comme crime contre l'humanité.
La Nouvelle-Calédonie, toujours sans président après une 4e tentative. C'est un 4e échec pour les élus du 17e gouvernement local. Ils ne sont toujours pas parvenus à s'entendre. En cause, la division entre les courants indépendantistes majoritaires dans ce gouvernement. La Nouvelle-Calédonie qui prépare son avenir dans la perspective d'un 3e et dernier référendum sur son indépendance. Une consultation citoyenne préalable a été lancée en janvier. Les résultats ont été dévoilés cette semaine et révèlent de profonds clivages. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Nadine Guapana et Louis Perrin. La salle du centre culturel Tjibaou est bondée. Un auditoire éclectique suit avec attention les résultats du sondage intitulé « Écoute profonde ». Une étude menée auprès d'un échantillon représentatif de la population calédonienne de plus de 1000 personnes, réparties sur les 3 provinces issues des 3 corps électoraux. Et les premiers enseignements marquants. J'ai surtout retenu qu'il y avait un effet miroir, qu'en fait il y avait une grosse incompréhension entre nous, le peuple kanak, et les autres de la société, quoi. Par exemple, les Mélanésiens kanaks qui veulent l'indépendance et les non-kanaks qui ne sont pas pour l'indépendance veulent au final la même chose. Rester avec des liens avec la France, avoir accès à la sécurité, l'éducation, etc. Donc au final, on veut plus ou moins la même chose. Selon cette étude, la partition, l'indépendance totale ou encore l'indépendance en partenariat avec un autre pays sont les solutions politiques les moins acceptées. Leur sont préférées à plus de 60% le partage des compétences régaliennes. Les partisans du oui privilégient une indépendance association. Les partisans du non souhaitent plus d'autonomie dans la France. Il y a toujours ce clivage oui ou non à l'indépendance. Le tout, c'est que ces espaces de parole manquent déjà. Et que d'autre part, est-ce que c'est la bonne question qu'on a posée aussi? Est-ce que oui ou non? C'est plutôt comment vivre ensemble. 53% des répondants pensent qu'il faudrait négocier une solution consensuelle et reformuler la question du référendum, acté en mars 2018 sous l'égide d'Édouard Philippe. Autre constat, plus amer. Après 2 consultations, la moitié de la population ne disposerait pas d'un bon niveau d'information sur les implications du oui et du non. Il m'arrive dans ma vie professionnelle de donner des cours à des étudiants sur les institutions calédoniennes. Je le sais, je veux dire, on a des bacheliers qui aujourd'hui peuvent passer le bac en Calédonie et qui se retrouvent à 19 ans et qui n'ont jamais lu le préambule de l'accord, qui ne savent pas la différence entre le province et les gouvernements, qui ne savent pas pourquoi tout ça est arrivé. Et donc on pose des questions très très sérieuses à des gens à qui on n'a pas donné aujourd'hui la capacité ou les moyens de pouvoir y répondre. Et ça fait peur. L'ensemble des travaux de la consultation citoyenne est désormais accessible sur le site internet du Haut-Commissariat. C'est le fléau des côtes atlantiques dans les Antilles. Les sargasses envahissent le littoral, amenant avec elles leur lot de désagréments, gènes respiratoires, dégradation des appareils électroniques. En Martinique, les habitants du François en font à nouveau les frais. La ville organise péniblement le ramassage. Mais d'autres veulent en faire une force, c'est le désir de ce lunetier guadeloupéen. Il a décidé de faire de ces algues sargasses la matière première pour ses nouvelles montures. C'est l'idée innovante de cette semaine. Le reportage de Marilyn Plaisir et Bruno Vissio-Ponlin. Elles sont uniques en leur genre. Pas une seule d'entre elles n'a de sœurs jumelles. Et en certaines de ces montures, sommeille un bout de nature. Dans la collection de cet opticien, depuis déjà plusieurs mois, se sont glissées des algues brunes. Alors ici, je vous présente les lunettes faites en sargasse. Et en fait, ce sont deux lunettes créées, une avec de l'indigo créé de Guadeloupe et une avec du noni qu'on appelle aussi corosolachien. Des couleurs végétales et des débris de nature. Pour l'une de ces collections haut de gamme, c'est devenu la marque de fabrique de cet opticien. Ici, on l'a coloré à l'indigo de Guadeloupe. Richard va débrider son imagination. Et pour lui, la sargasse, devenue dentelle, vaut désormais de l'or. Nous avons créé justement des patrons pour pouvoir mieux poser notre sargasse afin que lorsqu'on va découper, qu'on puisse voir toutes les algues, tous les petits flotteurs, pour qu'on puisse se rendre réellement compte que c'est de la sargasse. Avec 15 ans de métier, le lunetier n'a pas droit à l'erreur. On a fait des tests avant pour savoir comment ça se passe, si ça tient dans le temps, si la sargasse ne se stabilise, si les 2 plaques ne se décollent pas. Prochain défi, des montures 100% sargasse, ou presque.
Enfin, je vous propose une cueillette de saison à La Réunion. Les goyaviers, ces petits fruits rouges très prisés dans l'île, sont fin prêts pour être dégustés à la plaine des palmistes. Il est en fête et cela durera jusqu'au 25 juillet. Henri-Claude Elma, Daniel Fontaine. Un ciel bleu, une nature verte et des goyaviers bien rouges. En ce début de matinée, dans ce verger, le chant des oiseaux supplante encore la voix des cueilleurs. Le goût n'est pas le seul sens en éveil. Quand tu arrives, tu es chargé de la ville, la fatigue, le travail, etc. Surtout en ce moment, je travaille à l'hôpital. Tu arrives, tu es épuisé et tu rentres à Bourg-Morin, Plaine des Caves, Plaine des Palmistes. Les verts, c'est une couleur apaisante. Les fruits, les gens, les contextes est très très beau. Betty la brésilienne, 40 ans de Réunion et toujours le même émerveillement. Aujourd'hui, c'est avec ses nièces qu'elle est venue cueillir des goyaviers. Ils sont super bons, j'en ai mangé plein en cueillant. Et ouais, très bons, il y en a plein qui sont mûrs aussi. Il y a plein de grappes avec beaucoup de goyaviers mûrs, donc faut que les gens viennent. En milieu de semaine, les arbres se sont remis de la razzia du week-end. Les fruits ont eu le temps de mûrir. On peut faire des jus, de la confiture, on va faire du coulis avec, on va partager avec la famille. Ce verger accueille le public depuis le 8 avril. L'an dernier, pas de cueillette à cause du Covid. Cette année, les habitudes ont repris le dessus. Ça fera 5 €. Merci. On a plus de monde, oui, effectivement. Moins de bus, mais plus de monde qui vient en famille, qui préfère, au lieu de réserver, venir en bus avec une association, ils regroupent cette famille, après ils viennent tranquillement venir cueillir les goyaviers. 10 tonnes écoulées pour l'instant. D'ici début juillet, ce seront une quarantaine de tonnes qui auront satisfait les papilles gustatives et dégustatives des visiteurs. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir ou la revoir, direction france24.com et lapremière.fr. Merci de votre attention. En vous souhaitant un excellent week-end, l'information continue sur France 24.